Bonsoir très chers compatriotes gabonais, vous êtes à l'émission Atmosphère animée par Thierry et Sam David Gakouma, le Minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain et le garant de la légitimité populaire. C'est tout de même dommage que tout à l'heure là sur cette émission Atmosphère, vous avez Monsieur Boulé Paiement avec son émission dénommée Ciel ouvert qui voulait m'interroger sur un certain nombre de problématiques. Malheureusement, nous avons du mal à pouvoir communiquer et là nous allons tenter une fois de plus de reprendre cette activité. Eh bien, tout a fini par rentrer dans l'ordre. Merci au très miséricordieux pour que nos activités soient toujours vues par toutes les personnes qui nous aiment. Et voilà donc, je vais poser tout de suite la question à notre très cher frère David Mberakouma, connu sous l'appellation le Minotaure de la baie de Cochon. Il est à la fois un homme politique, il est syndicaliste, il est théologien et on le voit toujours on le voit assez souvent dans des chaînes de télévision pour jouer le rôle de consultant. Donc je vais tout de suite, tout de go, lui poser la question de savoir quel est-il en réalité, Monsieur David Mberakouma. David Mberakouma, c'est Thierry et Sam, c'est le Minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle. David Mberakouma est le père Fan de mère Adouma de l'Astroville, particulièrement au village Youlou. David Mberakouma est consultant dans plusieurs chaînes de télévision. Je suis instructeur en communication sociale, secrétaire des affaires étrangères, diplômé de l'école de professeur administrative de la 29e formation. David Mberakouma, c'est un leader syndical, c'est un opérateur économique, un acteur de développement, un théologien. David Mberakouma, c'est donc le Minotaure qui est caractérisé par 7 têtes qui symbolisent les 7 esprits de l'éternel, l'esprit de la connaissance, l'esprit du savoir, l'esprit de la crainte d'éternel, etc. Donc 7 esprits de l'éternel qui constituent le Minotaure de la baie de Cochon. David Mberakouma également, le Minotaure, eh bien, c'est un homme qui n'est ni humain ni animal. Donc c'est une liaison entre une femme avec une bête, disons un bœuf. Donc c'est cette alliance-là qui a créé un être humain qu'on appelle David Mberakouma. Donc je suis un humanoïde et c'est pourquoi on m'appelle le Minotaure de la baie de Cochon. Ça alors, je suis très surpris. C'est toujours avec plaisir que je viens toujours vous interviewer. Et aujourd'hui encore, je suis très satisfait, je suis très honoré d'avoir été choisi pour pouvoir mener cette activité fastidieuse et très prisée par les populations. Tout de go, je vais encore vous poser la question de savoir sur l'abondante actualité du moment. Nous venons de sortir de l'analyse, plutôt de l'adoption de la loi fondamentale, où plusieurs personnes étaient en train de prôner le oui et d'autres ont prôné le non. Alors, je voudrais tout de suite connaître votre point de vue sur les tenants et les aboutissants, sur tous les contours, sur l'abondance de l'actualité, parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivaient pas à observer leur neutralité. Il y a des gens qui sont partis de leur piédestal pour aller faire la campagne. Tout est national, tout est flot, et qui a fait en sorte que il y a même un peu la paix qui a été menacée. Et je voudrais prendre votre analyse, je voudrais écouter du fond de votre cœur. Ouvrez-nous le cœur pour nous dire exactement ce que vous avez vu et que pensez-vous de l'actualité à l'heure actuelle concernant cette adoption de la loi fondamentale. Bon, vous savez que la loi fondamentale a été catapultée par un certain nombre d'acteurs politiques étatiques qui ont bien voulu mettre le chef d'État au milieu de cette actualité en faisant croire que le chef d'État aurait un parti à l'égard de cette loi fondamentale, et c'est pourquoi nous avons eu affaire à une véritable confusion. Et cette confusion-là n'a pas permis également aux populations d'avoir des esprits éclairés par rapport à la lanterne qui suscitait cette constitution. Vous savez que la constitution a créé beaucoup de difficultés. Des difficultés auprès des populations, des difficultés qui ont fait en sorte que nous ayons deux camps rangés, le camp du oui et le camp du non. Le camp du oui qui était caractérisé par le leadership de Ndon Sima,
le candidat caractérisé également par celui-là d'Alain Claude Bébindier. Donc là, nous avons eu deux philosophies qui se sont affrontées, deux acteurs politiques de de notre macroscopie politique économique, tout ça. Mais pour moi, David Benakoma, j'avais déjà émis un certain nombre de réserves sur constitution où nous avons à choisir le régime présidentialiste rigide. Dans les régimes présidentialistes rigides, eh bien, vous avez la prépondérance du pouvoir exécutif comme la clé de voûte de l'ensemble des institutions. Et c'est un peu cela que j'ai récusé un peu parce que je suis un partisan de Montesquieu qui parlait d'arriver à une stricte séparation de pouvoir entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, permettre à ces trois pouvoirs de pouvoir collaborer pour que nous arrivons à faire ce que lui disait, le pouvoir qui doit absolument arrêter le pouvoir pour éviter l'absolutisme, le népotisme ou l'extrémisme du pouvoir. Donc il y a eu ces débats doctrinaux et malheureusement il y a le oui qui l'a emporté, mais je disais déjà qu'il y aura des fortes taux d'abstention parce que les partisans de oui n'ont pas mené la campagne avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'objectivité. Ils se sont contentés de demander aux populations d'aller voter oui sans véritablement dire pourquoi est-ce que les populations devaient voter oui. Mais les partisans du non disaient qu'il fallait voter non et ils avaient des arguments de faire, mais également des arguments juridiques pour permettre de ne pas voter non. Moi, j'ai demandé aux populations de voter oui avec les réserves pour la simple raison que le régime présidentialiste qui nous était proposé, où le chef de l'État prochain serait en même temps président de la République, chef de l'État, et en même temps chef du gouvernement, devait faire en sorte que nous ayons un chef de l'État avec plusieurs pouvoirs à son sein. Or, vous savez que lorsque un homme a plusieurs pouvoirs comme ça, il va être difficile de pouvoir les exercer rationnellement. Il sera obligé de déléguer ces pouvoirs-là à travers le Premier ministre, à travers le vice-président du gouvernement. Et d'ailleurs, ce sont des qualités que moi, j'avais récusées à l'intérieur de cette constitution. Mais dans tous les cas, il nous fallait bel et bien sortir de la période dans laquelle nous nous trouvons, qui est la période où les forces de défense et de sécurité arrivent à gérer le système étatique, alors que la constitution antérieure avait confiné, encadré, structuré le rôle des forces de défense et de sécurité, disant que ces dernières doivent justement garantir le régime librement consenti par le peuple souverain. Or, nous sommes dans une situation d'exceptionnalité où les forces de défense et de sécurité nous ont sorti justement de l'hérésie du système eschatologique, du système combattant apocalyptique, Bongo PDG, qui nous a meurtris, entravés dans une espèce de paupérisation qui nous étouffe comme une chape de plomb avec 50 ans, 56 ans d'exercice chaotique au sommet de l'État. Et là, les forces de défense et de sécurité nous ont apporté cette bonne foi-là de savoir que nous allons arriver à une véritable restructuration de notre système politique, économique et social. Et c'est en cela que j'ai demandé aux populations de voter oui, sachant bien qu'à l'intérieur de cette constitution, il y avait également beaucoup de coûts d'avantages comparatifs, tels que les conditions d'éligibilité à la fonction présidentielle à travers la limitation de l'âge pour disqualifier un certain nombre d'acteurs, de géontocrates politiques sans base électorale qui refusent justement que nous arrivons à un certain rajeunissement de la classe politique pour que nous ayons également une saine compétition électorale. Nous avons également une autre innovation à l'intérieur de cette constitution, c'est le caractère de l'intangibilité qui devrait faire en sorte que nous ayons des mandats limités au sommet de l'État, à savoir 2 mandats sans possibilité d'arriver à entraver ce processus de 2 mandats. Donc il y a eu comme ça des propositions qui ont séduit mon esprit, qui m'ont permis de dire aux populations de voter oui. Nous aurons compris, mon cher David Benakoma, cela, votre sagacité altère en rien l'admiration que vous avez de notre de le soutenir, même si d'aucuns passent le temps à pouvoir glisser tous les deux. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Bon, effectivement, les gens m'ont certainement mal compris à cause de toutes les interprétations que j'ai faites à l'intérieur de cette constitution. Et d'ailleurs, cela m'a valu beaucoup de reprimandes parce que j'ai tout même, par exemple, je me suis insurgé sur le fait qu'on puisse disqualifier justement le fils du chef de l'État, son épouse ou bien ses descendants. Il n'y avait pas de raison. Or, la loi devait revêtir le caractère général et impersonnel. Et voilà un peu des genres de choses qui m'ont valu un certain nombre de colibets. Mais dans tous les cas, je reste un soutien du chef de l'État et je ne veux pas être un soutien qui est comme les autres soutiens. Hein, faire du Kounabélis Pro Max. Et tout de suite, je voudrais que vous puissiez continuer dans le sens de pouvoir faire du bilan à la tête du pays depuis qu'il est là. Absolument. Le bilan actuel du chef de l'État, c'est un bilan largement positif à comparaison avec toutes les autres transitions qui s'effectuent au niveau de l'Afrique centrale et particulièrement l'Afrique francophone. Vous savez très bien que
l'Afrique francophone actuellement est en mouvement. Tout le monde veut se défaire des amendes monolithistes justement de la France métropolitaine. Cette France que j'ai qualifiée de négligée esclavagiste qui arrive à nous imposer des dirigeants. Et aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité ont décidé de mettre un blackout à cette gestion de la France métropolitaine, alors que la France, et qui a combattu justement le règne du roi Louis XIV, ce règne impérialiste caractérisé par la monarchisation du pouvoir de loi divin de Louis XIV, qui a permis d'arriver à la Révolution française de 1789 avec la guillotine du roi Louis XIV et son épouse Médicis. Et aujourd'hui, la France qui est un référentiel des valeurs démocratiques, malheureusement, c'est cette même France qui entrave le processus d'éclosion d'une véritable démocratie au sein des pays de l'Afrique francophone. Et là, nous sommes heureux avec l'arrivée des forces de défense et de sécurité au pouvoir, et particulièrement celle de Brice Oligui Nguema, qui constitue pour nous aujourd'hui une véritable bouffée d'oxygène sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et culturel. Sur le plan politique, il y a des véritables avancées. Il y a une constitution qui a été réécrite dans des conditions inclusives et exclusives grâce à la participation de l'ensemble des compatriotes gabonais, et cette adoption à hauteur de 91% est une véritable adhésion populaire. Et sur le plan politique également, vous avez une reconfiguration de l'atmosphère politique de notre pays. Et la dissolution du Parti démocratique gabonais n'a pas été actée avec ses alliés. Donc Brice Oligui Nguema veut laisser le libre jeu démocratique des acteurs politiques étatiques, parce que eux, ils arrivent également à concourir à l'expression du suffrage. On n'a pas pu également faire la chasse aux sorcières pour emprisonner les anciens membres du système qui nous ont permis d'arriver dans cette espèce de paupérisation, de pauvreté, de misère qui entrave le processus de notre pays. Donc, Oligui Nguema ne s'est pas érigé en déstabilisateur, en destructeur, mais il a plutôt préservé la paix, la concorde et l'unité de notre parti. Sur le plan économique, il y a des véritables avancées significatives. On voit quand même une amélioration du taux de croissance de notre pays. On voit une amélioration significative des conditions de vie et exemption de la population. Vous avez des investissements productifs partout sur l'ensemble du territoire, avec les constructions des villes qui sont en train de sortir des terres. Vous allez du côté du bord de mer, il y a des véritables villes qui sont en train de sortir. Vous allez un peu partout. Voilà, à côté de la baie de Roi, vous allez un peu en province, il y a des universités localisées qui sont en train d'être construites. Donc c'est pratiquement, voilà, c'est parce que c'est tout un Gabon, un chantier en construction, et c'est cela que nous avons toujours voulu. Il y a les rappels sur sol qui n'avaient pas été payés depuis plusieurs années, depuis l'époque de Ndorsema, avec tous les gouvernements successifs. Aujourd'hui, c'est encore Ndorsema qui a eu cette grâce, cette faveur de pouvoir encore être celui-là parmi le chef de l'État qui allait payer. Voilà, il y a les retraités et qui sont en joie, ils ont l'arrimage de pension retraite, ils ont également plusieurs autres avantages. Vous avez les étudiants, vous avez tous les corps sociaux qui arrivent à tirer profit du leadership de Brice Oligui Nguema avec l'achat de 480 bus aujourd'hui, un taxi pour encourager l'entrepreneuriat national, pour lutter contre le chômage et l'exclusion sociale. Et ce phénomène également de rétrocession des taxibus aujourd'hui est en train de prendre de l'arrière-période où il y a eu 100 personnes également bénéficiaires. Donc Brice Oligui Nguema est en train de réaliser ce qu'Ali Bongo n'a pas pu réaliser en 1923. Et les taux de croissance sont là, les actes posés sont là. C'est de 20 000 emplois créés en une année. Interminable, interminable. C'est vraiment inimaginable. Interminable, sacré David Mberakouma. Le bilan de Brice Oligui Nguema est largement au-dessus des attentes des populations gabonaises. Mais nous n'allons pas nous réjouir de ce bilan positif. Il faut pousser la machine plus loin pour arriver à une espèce de recherche de légitimation du pouvoir au sommet de l'État et d'arriver à une organisation d'élection générale apaisée dans un climat justement de saine compétition électorale pour que les meilleurs puissent émerger. Puisque vous parlez du code électoral, l'opinion parle aujourd'hui de la confection de l'écriture même, de l'écriture sur cet aspect de la loi qui permet aux gens, aux populations de pouvoir aller voter. Il y a un bureau qui s'est constitué pour la rédaction du code électoral. Là encore, avez-vous quelque chose à dire? Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, moi, je suis totalement d'avis avec le maintien de Madame la ministre au sein de cet organe. Le ministre également de l'Intérieur, le secrétaire général du gouvernement. Mais là où je n'ai pas compris, c'est le maintien des Zachary Miboto à l'intérieur de cette structure
avec Béni Gwambina, alors que ces deux-là faisaient déjà partie de l'ancienne structure qui s'est chargée de la réécriture de notre constitution. Il aurait été souhaitable que d'autres acteurs également puissent intervenir. Et là, je voudrais saluer également le leadership de Ulrich Malekou, le partisan du Nord, qui s'est caractérisé par une campagne offensive, une campagne explicative avec une certaine pédagogie, avec une certaine culture de la paix, de la démocratie pluraliste. Et je voudrais féliciter d'ailleurs sa nomination. C'est le cas également de ma grande sœur Nicolas Sélé, que vous avez vu assurer la responsabilité de ses actes, quand bien même elle appartenait au préalable à une structure de son père, le cercle libéral réformateur. Mais cela ne l'a pas empêché justement d'exprimer librement ses aspirations. C'est un peu ce Gabon que nous voulons, un Gabon multicolore, un Gabon coloré, un Gabon où il y a des véritables débats contradictoires publics pour que les populations puissent sortir de là victorieuse avec des avancées démocratiques significatives pour le confort et bien-être du peuple gabonais. Il y a un bémol que je mets à propos de la paix qui est un tout petit peu menacée, au-delà des aspects positifs de la politique de notre très cher président, qu'on aime bien. Il y a beaucoup de gens qui sortent comme ça, qui s'écartent de sa philosophie pour menacer les activistes, alors qu'ils ont quand même un rôle à jouer dans la démocratie. Je vois des gens qui s'insurgent contre Moulenda, contre l'homme qui est à Moscou là-bas, et aujourd'hui il y a HPO, Hervé Patrick Opianga qui est en cavale, et d'aucuns parleraient de quelqu'un qui est déjà mort, et d'autres parlent encore de quelqu'un qui est gardé l'ambassade quelque part, et on dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont complices de la sortie. Bon, toutes ces choses-là menaceraient, je ne voudrais pas dire, je vais mettre ça au conditionnel, ça pourrait menacer la paix sociale, surtout la veille d'une élection. Qu'avez-vous à dire? Effectivement, la cavale d'Hervé Patrick Opianga menace la paix sociale. Et sans compter également toute cette cabale médiatique contre le chef de l'État, avec des propos injurieux, des propos calomniateurs et délateurs qui sont issus de Jonas Moulenda. Autrefois, Jonas Moulenda, dès la prise de pouvoir, est le premier d'ailleurs à avoir appelé le plus grand nombre de compatriotes gabonais d'accorder le bénéfice de doute à Brice Oligui Nguema. Mais curieusement aujourd'hui, c'est Jonas Moulenda, nous savons sur quel accord qui n'a pas bâché, qui fait de Brice Oligui Nguema son véritable punching ball par la diffusion des informations mensongères, ce qui arrive à altérer, à ternir l'image du chef d'État, à porter atteinte à son honneur, mais également à sa dignité. Vous avez également le cas de l'affaire Hervé Patrick Opianga, une affaire qui est partie de mœurs, hein, une atteinte aux mœurs. Malheureusement, cette atteinte aux mœurs-là, Hervé Patrick Opianga a porté plainte contre ceux-là qui l'accusaient par le passé d'être celui-là dont ils accusent être. Et Hervé Patrick Opianga, après avoir porté plainte, eh bien, il y a eu également une contre-plainte de ceux-là qui l'accusaient. Donc le procureur de la République ou bien au niveau du tribunal, on aurait pu faire ce qu'on appelle une jonction de procédure, hein, pour permettre de faire en sorte que celui qui a porté plainte en même temps que celui dont on a porté plainte, donc on les met sur une seule plainte pour qu'on puisse débattre de la question. Malheureusement, les gens se sont empressés et ils n'ont pas étudié l'opportunité d'ailleurs de leur action judiciaire dès lors que Hervé Patrick Opianga sortait justement d'une envolée populaire où il a demandé à l'ensemble de ses militants, lui dit c'est cette formation politique avec plusieurs milliers de personnes, il leur a demandé de voter non. Et quand bien même à l'intérieur de cette organisation, il y a également les membres de son parti qui avaient demandé de voter oui. Donc en toute liberté, dans un cadre pluraliste. Et les gens n'ont pas attendu la fin de cet épisode-là où la Constitution a été adoptée. On nous a fait dire que il y avait déjà une plainte en instance et malheureusement les choses sont allées très vite avec la convocation d'Hervé Patrick Opianga, avec ses avocats qui l'ont empêché d'aller répondre à la convocation et tout d'un coup, eh bien, les choses sont allées très vite et aujourd'hui Hervé Patrick Opianga est en cavale, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas s'il en vit, on ne sait pas. Donc il y a plusieurs interprétations et c'est encore à travers Jonas Moulenda que nous avons appris que le grand frère d'Opianga, César Opianga, l'ancien maire de Mounana, ancien syndicaliste également de l'OPT, aurait été arrêté avec son fils. Et aujourd'hui, c'est un peu l'effet regretté, c'est que
Les Gabonais s'informent beaucoup plus par les réseaux sociaux à travers Jonas Moleda. Il n'y a pas de communication officielle. Alors que s'il y avait eu une communication officielle comme celle qui vient de porter, eh bien, les Gabonais n'auront pas eu autant d'a priori, autant d'incertitudes dans ce qui s'est passé. Mais malheureusement, les informations qui avaient été relayées par Moleda, c'était avéré vrai puisqu'on a bien confirmé que César avait été arrêté et ensuite, soit dit, j'étais en prison et une fois de plus libéré. Et j'étais également ceux-là qui avaient dit chef d'État de pouvoir tout faire pour libérer César Opianga parce qu'aujourd'hui, nous devons respecter la loi que nous avons adoptée, c'est-à-dire la loi fondamentale. Or, les délits pénaux sont individuels, il n'y a pas de délits collectifs. C'est le principe, la responsabilité individuelle pénale, la responsabilité du fait personnel. Voilà, tout homme qui cause un dommage à autrui doit réparer le préjudice. Donc, sur cette atteinte de mœurs également, nous avons appris que c'est le procureur également qui a exigé au Fonds de défense et de sécurité de procéder à l'arrestation d'Hervé Patrick Opianga. Il faut que les gens également arrivent à comprendre ce que ce sont des procédures judiciaires. Les forces de défense et de sécurité sont sous l'autorité morale et judiciaire du ministère public incarné par le procureur de la République parce que c'est lui qui met en mouvement toutes les procédures judiciaires. Donc il était tout à fait logique pour les forces de défense et de sécurité de procéder à l'arrestation d'Hervé Patrick Opianga. Mais Hervé Patrick Opianga aujourd'hui est qui est en cavale et doit également comprendre qu'il y a le principe de la présomption d'innocence qui est contenu dans notre loi fondamentale. Absolument. Voilà, la présomption d'innocence dit que jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est considéré comme innocent. Voilà, donc il faut également comprendre que la plainte qui a été intenté par le géniteur, hein, c'est un peu ça, la plainte a été intentée par le géniteur, il a la qualité âgée en tant que père de cette fille-là. Malheureusement, il faut aussi comprendre que le viol a intervenu en quelle année? En quelle est la possibilité, la probabilité pour eux d'avoir la preuve de ce viol-là? Parce qu'il faut avoir prélevé hein, le moment du viol, avoir un médecin légiste qui aurait établi un certificat médical prouvant que la fille a été violée. Or, ce certificat médical, où est-ce que vous allez le trouver? Dès lors que celle qu'on dit avoir été violée est devenue l'épouse du violeur avec les enfants. Bon, et qui plus est, la mère de celle qui a été violée n'a jamais porté plainte. Donc ça crée comme une espèce de conflictualité et une affaire de mœurs, une affaire de famille qui est devenue aujourd'hui une véritable affaire d'État parce que nous connaissons Hervé Patrick Opianga. C'est quand même un ancien sociétaire de 3000 membres du Vigile Service Armé. Et il vous souviendra en 2004 que moi, David Beakoma, j'avais fait d'ailleurs les frais de l'arrestation d'Hervé Patrick Opianga où on m'avait accusé d'être également l'acteur majeur d'une tentative de rébellion à l'égard d'Omar Bongo Liba, mon bienfaiteur. Malheureusement, ces gens-là n'avaient pas pu apporter la preuve que j'étais celui-là dont ils m'accusaient d'être meneur de la révolte. Et après 3 semaines de détention préventive, avec des tortures, des menaces, des intimidations et des tentatives de corruption pour que je puisse dire ce que je n'avais pas pu voir. Et j'ai été libéré et malheureusement Hervé Patrick Opianga avait été incarcéré. Donc Hervé Patrick Opianga également c'est un acteur économique majeur de notre pays qui a un tissu économique quand même assez bas. Voilà, il a quand même des sociétés à hauteur de plus de 1000 compatriotes. Or aujourd'hui vous voyez bien, ces 1000 compatriotes vont être un désordre si ces structures-là sont formées. C'est une véritable fracture. C'est une véritable fracture. Et Hervé Patrick Opianga également, nous l'avons vu aux côtés du chef d'État. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un copain, c'est son frère. Et nous osons tout simplement croire que les autorités politiques de notre pays, les autorités politiques judiciaires, doivent tout faire pour arriver à une certaine accalmie, permettre à Hervé Patrick Opianga de rentrer au pays, que ce débat puisse se terminer. Voilà, mais dans un véritable cadre juridique. Et je voudrais dire également à ceux-là qui ont porté plainte contre Hervé Patrick Opianga, et le procureur d'ailleurs le sait, qu'il y a ce qu'on appelle les délais de prescription judiciaire. Hein, les délais de prescription judiciaire, c'est une affaire qui date de plus de 20 ans, je ne sais pas si nous sommes encore dans les délais de prescription ou bien nous sommes largement au vice. Donc, lorsqu'on porte plainte à une personne comme Opianga avec des avocats, il faut vraiment vous munir hein, de certain nombre d'arsenal juridique, de telle sorte qu'on ne puisse pas arriver à ce qu'on a assisté malheureusement. Opianga a disparu dans la nature. C'est Jonas Moleda encore et qui nous a fait croire hier, qui nous a fait dire, hein, on ne sait pas par quel moyen il a pu communiquer avec Hervé Patrick Opianga qui disait qu'il serait dans un pays scandinave. Donc là encore, Moleda aussi
véhiculent un certain nombre d'informations qui peuvent porter véritablement atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de notre pays. Et je pense que c'est l'objet même de la plainte du ministre de la Justice, un ministre de la Justice également qui n'agit que tardivement, parce qu'il y a beaucoup de plaintes là-bas en gestation dans les tribunaux, beaucoup des inégalités judiciaires qui se constater, mais les procédures judiciaires sont lentes et il n'y a pas une évolution significative. Mais pour le cas de la tentative d'arrestation des activistes de l'Europe, eh bien les choses sont en train d'aller vite. Et c'est ce genre comment on dit ça, ce genre de justice à géométrie variable que nous ne voulons pas. Nous voulons une véritable justice qui tienne compte d'un véritable cadre organique, un cadre normatif. Ce n'est pas aujourd'hui où les membres justement du ministère public vont venir nous rappeler les règles du droit international sur la protection des personnes, sur la collaboration judiciaire, l'extradition. Non, 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 nous savons que toutes ces choses existent, mais malheureusement, ces choses n'existent que pour les faibles et n'existent pas pour les plus forts. La preuve est là, vous avez notre compatriote qui a été spolié du côté du Sénégal avec près de 650 millions de francs envolés, le monsieur Ango, et il n'y a aucune justice, que ce soit justement le corps judiciaire gabonais, que ce soit la coopération bilatérale gabonaise avec le Sénégal. Il n'y a pas eu d'accord préalable pour que ce monsieur puisse rentrer en possession de son bien. Il y a le cas également du monsieur de Kamba. Donc les cas comme ça, je peux les multiplier jusqu'à l'infini. Or, les représentants diplomatiques, ils ont quel rôle? Nous avons le rôle de secours. Nous avons le rôle d'assistance, nous avons le rôle de protection et nous avons le rôle de représentation. Bon, mais dès lors que vous commencez déjà à menacer ces activités qui sont sur le territoire français, les mêmes activistes là que vous devez identifier, et à qui vous devez permettre de faciliter un certain nombre de documents, avoir la carte séjour, avoir la carte d'identité, avoir un certain nombre de documents administratifs pour leur permettre de rester en France dans des conditions de régularité. Et là, vous lancez des poursuites judiciaires à l'égard de ces personnes-là. Moi, je pense que la démarche, elle est trop cavalière, elle n'est pas bonne. C'est une démarche qui ne va pas amener la calmie, mais qui va plutôt jeter de l'huile sur le feu et biscotter au légitimement. Pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes dans la recherche de la légalité, la légalisation du pouvoir, dans la recherche de la légitimation du pouvoir. Et pour le moment, je pense qu'on peut laisser tous ces débats-là au prochain chef d'État. Et s'il arrive que c'est Brice Côté Oligi Djeba qui est élu, eh bien c'est tant mieux, il réglera la question. Mais pour le moment, nous voulons un climat apaisé, un climat convivial pour arriver à ce que disait d'ailleurs notre ancien avocat, Maître Agonjo Kawo, et le père Paul Mbabisolo qui parlait de la paix des Braves. La paix des Braves, c'est fumer le calumet de la paix, permettre à toutes les composantes sociétales de pouvoir participer au gouvernement du pays. Il est également possible pour le bureau de ceux-là qui vont se charger d'écrire le code électoral. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas appelé ces activistes également? On aurait pu appeler Wilfried Okumba Kamikato pour participer à cet exercice. On aurait pu même appeler... Pour qu'il ne trouve plus à redire. Mais tout fait, on aurait pu appeler, comment on appelle, Tata Huguet, on aurait pu appeler Souba ou quoi là. Ces activistes également ont besoin de participer au développement de notre pays. Pourquoi est-ce qu'on a pu favoriser d'autres activistes qui insultent hier le chef de l'État, qui insultent hier la famille Bongo avec le propos calomniateur, le propos injurieux, et que ces gens-là, on arrive à leur faire la part belle au pays avec des postes de responsabilité au sommet de l'État, et que les autres qui sont restés dans cette même attitude, aujourd'hui, on veut les incarcérer. Est-ce qu'on a incarcéré d'abord ceux-là qui sont rentrés, qui se sont caractérisés par une même attitude d'invective à l'égard des personnes? On a vu d'ailleurs un des activistes qui a insulté la mère de Jean-Ping avec des propos quand même assez révélateurs d'une certaine haine, d'une certaine impolitesse. Et vous allez dans les réseaux sociaux, vous voyez bien aujourd'hui toutes les peines et difficultés avec notre jeune petit frère et fils, Chocolat des filles, qui utilise un langage quand même assez orgueilleux à l'endroit du corps ecclésiastique, etc. Mais, voilà, donc c'est de bonne guerre, nous sommes en politique. On a vu, voilà, en France c'est la démocratie, on a vu Nicolas Sarkozy être giflé en France. Et même Macron. Voilà, on a vu Macron être tiré par un compatriote. On a vu Marine Le Pen recevoir la farine avec les œufs sur la tête. On a vu récemment l'actuel président américain, Donald Trump, qui vient d'ailleurs d'être élu. On l'a vu être tiré dessus. Non, et il ne faut pas que nous arrivons à créer ce climat délétère. Vraiment, la démocratie africaine n'a pas besoin de ça. Nous avons déjà des systèmes politiques assez rigides,
Hein, il faut arriver à une certaine flexibilité des acteurs pour que nous préservons l'essentiel. Préserver l'essentiel, c'est préserver nos matières premières, c'est préserver notre unité, c'est préserver notre cohésion nationale, c'est préserver la paix. Et la paix a toujours été l'une des caractéristiques du peuple gabonais. Il est hors de question que nous puissions encourager les acteurs politiques jusqu'au boutiste à côté du chef de l'État qui encourage les levées de couleur en portant atteinte à un certain nombre de personnes pour arriver à ce que j'appelle une tentative de déstabilisation de notre pays. Nous n'avons pas besoin de cela. Et il faut que le chef de l'État le comprenne. Et qu'il mette un peu de l'eau dans son moulin. Et qu'il comprenne que nous sommes en démocratie. Et on peut vous insulter, on peut vous calomnier. Et ceux qui veulent faire les procédures n'engagent que. Il faut que les activistes étrangers comprennent que ce n'est pas Brice Clotaire Guy-Guéma qui est à l'origine de tous les péchés de l'humanité. Le péché de Jupiter, le péché de Saturne, le péché de Mars, etc. Non. Ceux qui portent plainte, c'est le ministère public, le ministre de l'Intérieur, avec les avocats, peu importe, mais il faut que vous le sachiez que ce n'est pas Brice Clotaire Guy-Guéma qui a porté plainte à l'égard de toutes ces personnes. Parce que lorsque ce phénomène-là va arriver en France, pour constituer une jurisprudence, avec toutes les difficultés qu'il va avoir pour l'extradition d'un compatriote. Et si Jonas Moulenda est véritablement un réfugié politique, et vous pensez très honnêtement que c'est à travers ces plaintes-là que vous allez facilement comme ça extraire Jonas Moulenda de la France, moi je ne crois pas. Je ne crois pas à cela. Et c'est une démarche cavalière, c'est une démarche pour moi qui me semble être contre-productive pour le chef d'État. Et elle avantage encore plus la thèse que j'ai toujours dit du complot de la déstabilisation. Brice Clotaire Guy-Guéma, imaginez un seul instant. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, puisque je le lui avais dit, qu'il ne peut pas laisser le pouvoir comme ça après avoir engagé un certain nombre de choses. Il faut qu'il pousse la réflexion plus loin pour arriver à être candidat à l'élection présidentielle, pour arriver à légitimer le pouvoir. Vous avez été une sorte de prophète. Mais tout à fait. Aujourd'hui, si vous arrivez à faire en sorte que, avant même qu'il déclare qu'il sera candidat à l'élection présidentielle et qu'il enlève sa veste de militaire pour revêtir celle de civil, on arrive déjà à détruire son capital social. On arrive à détruire son image auprès des populations, auprès des leaders de quartiers précaires, auprès des familles. Mais quel gain solide est-ce qu'il va obtenir? Non. Laissez Brice Clotaire Guy-Guéma reconstruire notre pays, construire les piliers justement de notre cohésion sociale, de notre unité nationale. Ceux qui sont des partisans du jusqu'au boutiste. Voilà, ceux qui sont des partisans du jusqu'au boutiste. Voilà, qui baissent son audimat, qui baissent son potentiel d'éligibilité, eh bien ce sont des conspirateurs. Et nous n'avons pas besoin de ce genre de conspirateurs à côté du chef de l'État. Nous avons besoin des soutiens du chef de l'État qui soit capable d'arriver à convaincre les personnes sur la nécessité de préserver la paix, l'unité, la patrie et d'entraîner notre processus dans un développement qui puisse surprendre le plus grand nombre de la communauté internationale. Regardez le cas de la Guinée équatoriale. Comment la Guinée équatoriale est en train de se développer avec pratiquement le même potentiel que nous, alors que la Guinée n'a même pas toutes les matières premières que nous avons, rien qu'avec le pétrole. Mais regardez toutes les prouesses qui sont réalisées au niveau de la Guinée équatoriale. Jusqu'à quand nous allons rattraper les cas? Jusqu'à quand nous allons arriver à nourrir 2 millions d'habitants alors que nous avons tout ce qu'il faut pour arriver à une agriculture mécanisée, pour arriver justement à accroître justement toutes les opportunités qui sont les nôtres. Vous avez fait là un plaidoyer musclé et tout de suite je vous demande de continuer là-dessus pour établir les perspectives. S'il vous était donné d'être par exemple un des conseillers de Guy-Guéma, comment vous voyez la République gabonaise? Quelles sont les propositions, quelle est la philosophie que vous pouvez demander au président de la République d'appliquer? Voilà, vous faites bien de le dire. Si j'étais un conseiller aux côtés du chef de l'État, et d'ailleurs ce n'est pas une occasion qui m'a manqué lorsqu'il m'a reçu, je pense que si j'avais demandé ce poste-là, eh bien je l'aurais obtenu séance tenant le jour qu'il m'avait reçu. J'ai demandé un autre poste ailleurs où je devais le servir mieux pour préparer les différentes élections électorales à venir. Malheureusement, vous savez comment les Gabonais se comportent. Je n'ai pas eu gain de cause. Ben, Dieu seul sait pourquoi je n'ai pas eu gain de cause. Mais moi, j'aurais été aux côtés du chef de l'État, que j'aurais été un soutien qui puisse susciter l'apaisement dans notre pays. J'aurais demandé au chef de l'État d'arriver à un autre dialogue, mais le dialogue maintenant politique. Un dialogue politique avec les acteurs politiques, ceux de l'opposition, ceux de la majorité, pour arriver à construire un véritable cadre organique de discussion pour arriver à l'élaboration de ce code électoral. Et j'aurais été aux côtés du chef de l'État, j'aurais demandé au chef de l'État, puisqu'il y a une année de sursis en cas de force majeure, la force majeure est là,
et peut être constatée parce que nous sommes pratiquement à quelques mois des tenues des élections générales à venir. Je vois mal l'État gabonais mobiliser autant de ressources pour l'organisation de la présidentielle à venir, l'élection législative, l'élection locale, mais également l'élection des sénateurs. Donc cela va nécessiter beaucoup de moyens. Cela va nécessiter beaucoup de moyens. Or, en état actuel, il va être difficile d'arriver à de telles élections apaisées, de telles élections transparentes. Et c'est pourquoi j'aurais sollicité le maintien de la rallonge d'une année, ce qui devait nous permettre d'arriver à la mise en place d'un gouvernement de large consensus, un gouvernement de large consensus entre les acteurs politiques, les acteurs au développement, la société civile, le clergé et autres, pour que nous ayons un gouvernement qui puisse satisfaire le plus grand nombre de personnes, mais avec des acteurs nouveaux. Non pas un gouvernement toujours avec les mêmes acteurs. Un gouvernement avec les acteurs nouveaux et avec une véritable élaboration de la loi sur les partis politiques et sur leur représentativité, sur leur financement. Donc, tout un cadre organique de préparation de la véritable messe électorale présidentielle à venir pour que les différents candidats qui vont participer à cette élection puissent être véritablement dans toute la dimension qu'il faut pour pouvoir apprécier, accepter le résultat des urnes, puisque tous les éléments de la transparence électorale seront mis en place. Si j'aurais été aux côtés de Brice Koto Oligui Nguema, j'aurais exhorté également le chef de l'État d'agir en faveur des personnes vulnérables, les handicapés, les déficients mentaux, etc. Donc ce sont des personnes qui sont en extrême difficulté d'aide. Donc ces personnes également ont besoin de nos soins, ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin également de bénéficier de la prospérité partagée qui consiste en une justice rétributive, une justice distributive, à chacun selon ses dons, à chacun son talent, à chacun son capacité, mais eux également à chacun leur humanité. Dès lors que ces personnes-là sont des déficients sur le cadre physiologique et que nous qui sommes des personnes valides, nous devons accompagner ces personnes-là. Si j'aurais été à côté de Brice Koto Oligui Nguema, j'aurais demandé à Brice Koto Oligui Nguema d'éviter cette politique d'endettement excessif. L'endettement pour payer notre dette, c'est une véritable hérésie en sens économique. Il faut plutôt rationaliser justement les ressources, mais rationaliser les compétences, lutter contre la corruption, mettre en place des mécanismes qui puissent faire en sorte que le marché noir qui nous échappe aujourd'hui puisse être organisé, restructuré. J'aurais été aux côtés de Brice Koto Oligui Nguema. J'aurais fait en sorte que nous arrivions à une véritable décentralisation pour le transfert de compétences du pouvoir central au collectif local, mais avec des véritables réformes pour pouvoir contrôler l'action des maires et que j'aurais modifié le code électoral de telle sorte que les voleurs doivent savoir que en volant les fonds publics, eh bien, ils courent en prison et pendant longtemps. Donc, augmenter justement la pénalité de tous ceux-là qui arrivent à voler. On dit bien, si vous volez à hauteur d'1 million de francs CFA, vous êtes condamné à 15 ans. Si vous arrivez à voler 100 millions de francs, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà. Vous allez vous rendre compte que les gens vont refuser même d'occuper des fonctions, dès lors qu'ils savent qu'en volant de l'argent, ils vont se retrouver avec des peines capitales. Or, ils ont des familles, ils ont des enfants. Et là, on aurait pu réaliser des véritables économies financières qui allaient nous permettre de financer le développement. Moi, j'aurais été à côté de Brice Koto Oligui Nguema. Je leur ai exhorté de mettre une priorité sur la construction des écoles, les écoles publiques, sur la construction des universités délocalisées comme il est en train de faire, l'université localisée dans les grands centres-villes pour lutter contre l'exode rural, pour lutter contre la fuite des capitaux, pour lutter contre la fuite des cerveaux et faire en sorte que les étudiants puissent être sédentarisés à l'intérieur de leur ville en créant des curricula nouveaux tels que l'université agricole, l'université d'ingénierie, etc. Nous y reviendrons, sacré David. Vraiment, nous vous sentons vraiment très loquace à ce sujet. Nous vous méritez d'être maire, vous méritez d'être député. Franchement, nous reviendrons une prochaine fois pour que vous puissiez donner le chapelet de la vision que vous voulez développer dans nos collectivités locales. Ensuite, je voudrais vous demander, en tant qu'homme politique, en tant que syndicaliste, la population, comptez-vous dans quelques années ou bien aux prochaines élections au peuple gabonais? Est-ce que vous n'avez pas envie d'être candidat? Vous n'avez pas envie d'être candidat? Vous allez nous dire quelque chose à ce sujet. Et je vous demanderai également de nous donner 5 à 10 noms
des personnes que vous admirez dans la politique, dans l'économie de notre pays. Et c'est en quelque sorte votre mot de fer. Vous nous parlez, soit à votre choix, vous nous donnez d'abord 5 à 10 personnes que vous admirez, qui font de bonnes choses au Gabon, et vous parlez de votre vision, parce que les populations veulent vous voir à l'œuvre. Moi, j'ai plusieurs profils admiratifs. Le premier profil admiratif, c'est le héros national, c'est Brice Koté Oligui Nguema, qui constitue pour moi le champion, qui constitue pour moi une véritable alternative de demain pour nous. Et Brice Koté Oligui Nguema aujourd'hui constitue pour moi le véritable fer de relance de notre croissance économique, celui-là qui soit susceptible de véritablement défendre les intérêts du plus grand nombre de personnes. Et si vous avez également d'autres personnes, c'est Boulé Pema. Voilà, je disais que la deuxième personnalité également que j'admirais, c'est bel et bien vous, Boulé Pama, un acteur politique avec qui nous avons mené beaucoup de batailles. Voilà, des batailles d'affirmation des minorités marginales, des exclus de la croissance économique, des fils des prolétaires, des quartiers mal famés, et ce n'est pas facile. Nous nous sommes longtemps battus dans notre circonscription administrative et territoriale, pratiquement au 3e arrondissement commune de Libreville, où nous avons été totalement écrasés, totalement abusés, sinon désabusés, mais malheureusement, nous sommes restés debout, nous avons tenu et nous entendons encore rester debout pour les 7 prochaines années à venir. J'ai également de l'admiration pour le général Jean-Boniface Asselé, qui est un de mes plus farouches adversaires politiques dans mon arrondissement, un monsieur dont j'ai beaucoup de respect et la considération, parce qu'en 1996, j'avais tenté une carrière d'avocat parce que j'avais été agressé par les fils de Jean-Boniface Asselé qui m'avaient empêché de mener à bien ma campagne contre leur père. Et j'avais gardé en mal ce souvenir-là parce qu'en portant plainte, j'avais été totalement rejeté dans les tribunaux. Et c'est pourquoi j'avais juré un jour devenir avocat et je suis devenu cette voix des sans-voix-là, cette voix protectrice justement des minorités, des laissés pour compte suscité. J'ai également de l'admiration pour Pierre Claver Mahanga Moussavo, le bovin de Moutassou, cette grande gueule-là, un jeune autocrate politique qui ne sait pas la fermer, qui arrive à défendre sa position et il le défend avec véhémence et c'est un acteur politique prospère parce qu'il a de la suite dans les idées, c'est un véritable investisseur et une fois de plus, j'aimerais que le chef de l'État, Brice Koté Oligui Nguema, puisse tenir compte de cet acteur politique pour le présent, également pour l'avenir. Sur le plan beaucoup plus économique. Si j'ai également une haute estime pour le job de Vung Diding, que j'avais d'ailleurs demandé au chef de l'État de ne pas laisser sur le carreau. Et là, il a été une fois de plus appelé dans ce conclave-là. Je voudrais féliciter le leadership de ce personnage assez particulier, un personnage atypique, appelé presque Desbaudins. C'est quelqu'un qui a véritablement une politique de non-violence. C'est quelqu'un qui s'est toujours caractérisé par un certain nombre d'assets. C'est quelqu'un dont j'admire beaucoup. J'ai également une autre personne qui m'est chère, ma très chère grande sœur Rose Christiane Oussouka Raponda, quand bien même nous avons eu beaucoup de démêlés, beaucoup de difficultés, mais cette femme-là, avec un profil qualificatif des plus incroyables, et qui est partie de rien, de directeur général adjoint de l'économie pour se hisser dans les plus hautes sphères, ministre de la fonction publique, ministre du budget, ministre d'État à la défense, maire de Libreville, premier ministre, chef du gouvernement, ensuite vice-président de la République. Alors là, Oussouka Raponda est une femme assez dynamique. Et je voudrais également rendre un hommage solennellement particulier à ma mère Laure Organgodjo, qui est également un profil des plus académiques, des plus incroyables. Cette femme-là qui m'a permis d'intégrer le ministère des Affaires étrangères, qui m'a permis également de voir Omar Bongo Eliba, Laure Organgodjo, qui constitue pour moi plus qu'une maman. C'est une femme qui m'a longuement protégé, qui m'a enseigné, qui m'a éduqué, qui a payé pratiquement mes études lorsque je me suis retrouvé à l'étranger, mais j'avais opté pour faire la théologie et elle n'avait pas compris. Aujourd'hui, je suis toujours heureux de pouvoir continuer dans ce cadre-là de mes recherches en médecine théologique. Voilà autant de personnes dont j'ai beaucoup de la considération, beaucoup d'estime, et les perspectives pour moi, ce sont les mêmes. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être maire, député, sénateur. Vous avez pu constater que partout où je passe, que je sois derrière l'hôpital, on m'appelle honorable, le député.
de côté de Mikele, où je suis simplement résident, un locataire. On m'appelle député. Si vous allez chez moi au ministère des Affaires étrangères, on m'appelle avocat, on m'appelle le protecteur. Donc je suis celui-là que j'aurais toujours dû être. Le protecteur justement des marginaux, le défenseur justement des causes perdues, et sans cela que je me conforte dans ma position. Et vous avez du matériel politique. Voilà, et je me dis que la prochaine élection générale à venir, eh bien, David Benakuma ne se laissera pas faire comme par le passé. Certainement que je serai candidat, candidat dans les différentes élections, mais je ne vous dirai pas laquelle. Donc mes adversaires peuvent être sûrs que les batailles ne vont pas être de tout repos. Elles vont être difficiles parce que moi je suis un adversaire coriace, un adversaire déterminé, parce que le peuple c'est ma vie, c'est ma passion, son amour et son intérêt, c'est ce qui fait de moi un véritable acteur politique, parce que j'avais juré à la mort de ma mère que je me battrai jusqu'à la mort contre les inégalités sociales. Je me battrai jusqu'à la mort contre l'exaltation du tutorat, des protectorats, les parachutages et hontés. Je me battrai jusqu'à la mort contre la médiocrité. Je me battrai jusqu'à la mort contre ceux-là qui veulent entraver le processus de développement de notre pays. Ceux-là qui ne veulent pas laisser une place justement à ces fils mais pour le terre des quartiers mal famés qui veulent nous confiner dans ce prolétariat qui nous étouffe comme une chape de plomb. Et celui-là que Karl Marx avait dit, la révolution prolétarienne, qui consiste justement à élever le niveau de conscience du fils des prolétaires à un stade plus naturalisé pour faire en sorte que l'esclave devienne le maître et le maître devienne l'esclave de l'esclave. Et sans cela que je suis tout à fait fasciné par la trajectoire décennale de Brice Côté Oligui Nguema, que Moulenda appelle Wash, qu'il appelle porteur de valises, mais le Wash et le porteur de valises aujourd'hui, c'est celui-là qui est au sommet de l'État, et c'est celui-là qui donne les ordres, qui instruit, qui développe le pays, et on voit bien que cette fonction-là, quoi qu'on puisse dire, eh bien Brice Côté Oligui Nguema était bien préparé pour assumer cette charge, puisqu'on voit bien en une année qu'il arrive à exercer de prouesse, et que Ali Bongo Eliba n'a pas pu réaliser à 14 ans d'exercice de poids. Voilà un peu ce que je peux dire. Je voudrais donc attirer l'attention du plus grand nombre de compatriotes gabonais, particulièrement les leaders des quartiers malfamés, de ne pas se laisser abuser cette fois-ci. Et là, je voudrais saluer la clairvoyance et l'intelligence d'un autre leader, Clémenceau, un leader que nous avons connu dans sa jeunesse, aujourd'hui qui continue à s'affirmer dans notre land de nos politiques gabonais. J'encourage également d'autres acteurs politiques, ceux-là qui ont choisi la voie de la violence, ceux-là qui ont choisi d'être recrutés comme des bandits, mais c'est tant mieux, c'est leur problème. Lorsque le système vous recrute comme un bandit, je vous le dis, il n'y aura aucune possibilité pour vous de changer cette position-là. Vous mourrez comme un bandit. Lorsque le système vous recrute comme les intellectuels que nous sommes, comme des véritables acteurs au développement, eh bien, vous mourrez comme un intellectuel, comme un acteur au développement. Donc, c'est chacun choisir la classe à laquelle il veut appartenir. Nous voulons appartenir à la classe A, à la classe supérieure, parce que nos parents étaient dans les classes inférieures. Hors de question pour nous de reproduire le même système social, de reproduire le même système de caste. Il s'agit pour nous de briser le mythe, de prouver aux uns aux autres que dans le MAPA légalement, nous avons les intelligences et que nous sommes capables de nous affirmer au milieu de la multitude, au milieu de tous ces intellectuels-là qui ont obtenu des diplômes contrefaits dans des universités de fortune, des universités également, des quartiers mal famés, des bidonvilles de pays industrialisés, et ils se font passer aujourd'hui pour les meilleurs. S'ils veulent se passer pour les véritables meilleurs, eh bien, moi, Tchégui et Sam David Benakuma, je suis là pour les démystifier et qu'ils suscitent les débats contradictoires. On verra. Ainsi, ils sont comme moi, David Benakuma, frappés du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. À tout seigneur, tout honneur. Aujourd'hui, nous avons reçu David Benakuma, le présentateur de l'émission de la plateforme Atmosphère, en compagnie d'un autre leader, votre humble et sympathique serviteur, Pierre-Mario Wilfred Boulet-Pama, l'animateur de la plateforme À Ciel Ouvert. Eh bien, à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Merci beaucoup.